Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler rugby, pour faire le débrief de la troisième journée de ce tournoi destination. On reviendra sur les trois matchs, Irlande, Pays de Galles, la France et l'Italie, ça c'était le troisième match. Et puis il y avait également Écosse-Angleterre. On parlera de tout ce qui s'est passé sur ces différentes rencontres. La vidéo sera peut-être un petit peu plus courte que les autres du fait que j'ai regardé les trois matchs, mais j'ai regardé le premier match dimanche soir, les deux autres lundi. Donc on va revenir un petit peu sur tout ça et j'enregistre, nous sommes mercredi 28 février, mais voilà, peut-être que la vidéo sera un petit peu plus courte cette fois-ci. Surtout qu'il y a quand même des choses qui sont récurrentes par rapport au match précédent. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si on sait que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Les shorts sur YouTube, TikTok également, le débrief juste après les compétitions notamment de cyclisme. Il y aura peut-être un short après la Formule 1, également avec le premier Grand Prix de la saison. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Et puis, vous pouvez également regarder les playlists, les différentes playlists de la chaîne. On commence tout de suite avec le premier match de cette journée, c'était Irlande-Pays de Galles, un match qui a été remporté de nouveau par l'Irlande à domicile sur le score de 31-7. Que dire de cette rencontre que l'équipe d'Irlande n'a pas fait un match parfait. Il y a eu pas mal de petites erreurs par rapport à d'habitude, mais même avec ces erreurs, eh bien, le jeu irlandais est toujours plus fort que la majorité des équipes de ce tournoi destination, et que ça reste l'une des équipes les plus dangereuses aujourd'hui. Voilà, c'est très dur d'aller battre l'Irlande, il faut être irréprochable, et le Pays de Galles a fait quelques petites erreurs, notamment sur la conquête, qui lui ont coûté. Et puis, cette équipe d'Irlande, elle a cette qualité de jeu aujourd'hui qui fait la différence, parce que l'équipe d'Irlande, ce que j'ai aimé encore une fois dans cette équipe d'Irlande, ils ont été très forts pour gratter des ballons encore, malgré le fait que les règles sont un petit peu plus compliquées. Là, ils ont été très bons face au Pays de Galles dans ce secteur-là, très bons en mêlée. Ils ont gagné 3 mêlées, mais en fait, c'est surtout que les Gallois en ont perdu 2. Ils ont été vraiment dominateurs dans ce domaine-là. Ils ont fait extrêmement mal sur les ballons portés. Dans tout ce qui était défi physique collectif, ils ont été au-dessus du Pays de Galles, qui a vraiment été dominé dans ce domaine-là. Voilà, les avants gallois qui ont souffert sur cette rencontre par rapport aux joueurs de l'équipe d'Irlande. Donc là, ça a été vraiment au-dessus de ce côté-là. On poursuit du côté des choses que j'ai aimées du côté du Pays de Galles. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est encore les lancements de jeu. Thomas Williams, je trouve qu'il est vraiment à l'aise dans ce rôle-là. Williams, Costello, je trouve que ça marche très très bien dans cette équipe. La défense également qui a mis pas mal de problèmes, de soucis à l'Irlande en première mi-temps, notamment sur les extérieurs, c'est-à-dire que les Irlandais avaient beaucoup de mal à utiliser les extérieurs, ils avaient beaucoup de mal à enchaîner 2-3 passes, notamment dans les 25 premières minutes, parce que les Gallois étaient très agressifs sur la défense. Donc vraiment, ça a très très bien marché en première mi-temps. En deuxième mi-temps, ça a été plus compliqué parce que, encore une fois, cette équipe d'Irlande, elle vous éteint physiquement assez souvent en deuxième mi-temps. Et on a eu l'impression, comme face à l'Italie, d'un sentiment d'impuissance pour ces Gallois. Comme l'Italie avait eu ce sentiment d'impuissance face à l'Irlande, c'est-à-dire que dès que ça met en route, dès que vous faites quelques erreurs, l'Irlande en profite et saisit les occasions. Et là, derrière, ça devient extrêmement compliqué pour cette équipe galloise qui a tenté, qui a essayé. Mais il y avait pas mal de pertes de balles. Pas mal de soutien également qui n'arrivait pas suffisamment rapidement. La puissance, on le disait, mais sur la mêlée, sur toutes les actions
vraiment d'action, de force collective. Cette équipe d'Irlande a concassé ces Gallois. Et puis encore une fois, cette impuissance en deuxième mi-temps, où à partir de la 55e minute, bah, tu comprends que le Pays de Galles aura beaucoup de mal à marquer un deuxième essai, parce que voilà, ils n'arrivent pas à trouver la solution, tout simplement, dans cette rencontre. Les plus, les moins, du côté de l'Irlande, James Lowe, en plus, très gros match. Je trouve de James Lowe qui un peu éteint Rio d'ailleurs, mais il a été vraiment très très impressionnant. Il a fait un très bon match, je trouve. Et je dirais devant en flop. Peut-être Sheehan, parce que ouais, sur les lancers, ça n'a pas été parfait en première mi-temps. Donc je mettrais Dan Sheehan du côté de l'Irlande. Du côté de l'équipe du Pays de Galles, moi je mettrais en flop Assirati, qui a eu du mal face à Andrew Porter, je trouve, en mêlée. Et j'ai pas été convaincu de ce qu'il a apporté. Et en plus, je mettrais Aaron Wainwright, qui en défense a été impressionnant. Notamment en première mi-temps, ils ont 2 actions, les Irlandais, où ils sont pas très très loin de la ligne d'en but, et je trouve que Van White fait vraiment de la très très bonne défense sur ce match-là. Donc c'est pour ça que je le mets en top du côté de cette équipe du Pays de Galles. Deuxième match, moi je l'ai vu en 3 parce que j'ai vu le match France-Italie avant, mais c'était le troisième match France-Italie, mais je l'ai vu en deuxième match. Mais voilà, ce troisième match que j'ai regardé, ce deuxième match de cette troisième journée, on va y arriver. Écosse-Angleterre, un très très bon match. Moi c'est le match où j'ai pris le plus de plaisir, un match assez débridé. Avec une Écosse qui a réalisé une très très belle rencontre. C'est, je pense, le meilleur match de l'Écosse. C'est une équipe qui est capable de faire des très très grands matchs. On aimerait que ça arrive plus régulièrement du côté de cette équipe écossaise, parce que on a du mal à comprendre pourquoi, par exemple, face à l'équipe de France, ça marche pas. Face à l'équipe de France, l'Écosse aurait déjà été en capacité de faire ce grand match. Et là, face à l'Angleterre, qui, pourtant, depuis le début du tournoi, défendait plutôt bien, eh bien, ils ont fait un super match, mais avec un super Van der Merwe qui a été encore une fois exceptionnel. Quand Van der Merwe est à ce niveau-là, c'est très difficile d'aller le battre. Il marque quand même un essai tout seul, 80 mètres. 60 mètres plutôt. Van der Merwe, il contourne tout le bloc défensif anglais. Impressionnant. L'Écossais, l'Écossais d'origine sud-africaine, Van der Merwe, mais il sait vraiment faire des actions phénoménales. Le problème, c'est que comme son équipe, mais j'ai envie de dire comme Finn Russell, c'est trop irrégulier. C'est une équipe qui est capable de faire des gros matchs, comme là, c'est une excellente rencontre, mais pas 5 matchs de qualité sur le tournoi. C'est le gros problème, je trouve, de l'Écosse. Aujourd'hui, ils sont pas en capacité d'enchaîner les bonnes rencontres. Ça leur a joué des tours, notamment sur la dernière Coupe du Monde. Le dernier match face à l'Irlande, il est très mauvais de la part des Écossais. Mais par exemple, le match face à l'équipe de France, il est très intéressant, mais ils ratent énormément de choses, l'Écosse. Et s'ils n'avaient pas raté autant, je pense qu'ils gagnent le match aussi. On commence avec l'Écosse. Premier quart d'heure qui a été compliqué du côté de l'Écosse. Beaucoup de soucis au niveau de la justesse technique. C'est vrai que le début de match n'est pas top de la part de l'Écosse, notamment dans un secteur où souvent ils sont pas mal, c'est la touche. Sur la touche, eh bien, ils ratent 2 touches. Il y a 2 touches où ils ne récupèrent pas le ballon, et une où vraiment l'action est pas top. Sur le premier quart d'heure, c'est pas exceptionnel ce que fait l'Écosse, avec un manque de justesse technique. Mais après avoir été en difficulté sur ce premier quart d'heure, ensuite ça déroule, notamment ce jeu des 3 quarts, qui est assez exceptionnel. Van der Merwe a été sensationnel, Tupeloto également. Vous avez Hugh Jones, c'est peut-être Kalstein
qui a été le moins bon, on va dire, derrière. Donc ça, c'est vraiment les lancements de jeu qui sont très efficaces, avec un Finn Russell qui a aussi été bon sur cette rencontre, avec un Ben White qui a lancé des ballons corrects également sur les lancements de jeu, pas des ballons qui étaient 3-4 mètres à côté de leur cible, comme ça avait été le cas dans le match face à l'équipe de France, où il avait raté des passes qui étaient faciles et qui auraient dû être réussies. Donc ça, c'est très bien. Et puis une efficacité sur cette rencontre, c'est-à-dire que en première mi-temps, il ne rentre pas souvent dans le camp anglais, mais alors dès qu'il rentre dans le camp anglais, il marque. Dès qu'il rentre dans le camp anglais, il marque. Et ce qui fait ce score salé quand même à la fin, il colle quand même 30 points à cette équipe anglaise qui jusqu'à maintenant avait très bien défendu, mais grâce à l'efficacité de cette équipe écossaise, offensivement, a été impressionnante. On aimerait que ça soit le cas sur tous les matchs. C'est ça, pour moi, le défaut, c'est que sur certains matchs, eh bien, on a l'impression que ça ne matche pas aussi bien. Et moi, j'aimerais que cette équipe d'Écosse soit aussi performante sur tous les matchs. Donc c'est ça qui m'énerve toujours un petit peu. Du côté de l'Angleterre, difficulté du côté de l'Angleterre en défense sur les changements de rythme. Ça, c'est vraiment un défaut qu'ils ont. C'est que défensivement, ils ont du mal à se repasser rapidement du côté de cette équipe anglaise. Autant quand le jeu est, on va dire, sur des attaques placées, ils défendent très bien, les Anglais, ils se font rarement avoir. Par contre, dès qu'il y a un changement de rythme, ils ont du mal à suivre. Et face à une équipe de trois quarts écossais qui sont très forts dans ce domaine-là, ils ont souffert face à Van der Merwe. Mais sur 3-4 actions, des fois, ils perdent 30 mètres d'affilée. C'est-à-dire 30 mètres d'un coup, parce qu'ils n'arrivent pas à se replacer correctement. Il y a un vrai problème de vitesse défensive, mais c'est le cas depuis plusieurs années du côté de cette équipe anglaise. Donc vraiment, les changements de rythme, ça a été compliqué sur le jeu offensif. C'est assez pauvre. C'est tellement pauvre qu'à un moment, t'as George Ford qui fait un drop, mais parce qu'il sait très bien que, à part le drop, ils vont pas arriver à faire grand chose sur ces actions-là. C'est-à-dire sur les attaques placées, les Anglais. La première action de jeu est vraiment sensationnelle parce que tout est fait correctement. Sur le premier essai anglais, tout est fait correctement en tout début de match. Mais ensuite, c'est vrai que très souvent, c'est compliqué du côté de l'Angleterre d'avoir des lancements de jeu propres. C'est-à-dire que c'est un peu plat ce que propose l'Angleterre. Ça manque de passes redoublées, ça manque de passes après contact du côté de l'Angleterre, c'est un peu trop statique. C'est-à-dire que les ballons sortent vite des rucks, mais ils sortent vite des rucks, mais il ne se passe rien. Et c'est le gros problème de l'Angleterre, c'est qu'offensivement, là, c'est un peu le calme plat, et ça c'était déjà le cas sur le dernier tournoi des Six Nations, et toujours ces problèmes sur les changements de rythme, où ils ont beaucoup de mal du côté de l'Angleterre. Les joueurs, tout de suite, en plus du côté de l'Écosse, Van der Merwe, super match. Alors, dommage le carton jaune à la fin de la rencontre, mais c'est quand même le seul mec qui a un carton jaune et qui a une ovation, parce que le match est très réussi de la part du joueur écossais. Il a été tout bonnement parfait. Voilà, pendant 75 minutes, il fait du très bon rugby. Et à contrario, Stein qui a été trop discret. L'autre ailier, qui pour moi, dans les trois quarts, a été le joueur le moins efficace. J'ai bien nommé aussi la mêlée. Schumann, Turner, Fagerson. Par exemple, Dan Cole a quand même été en difficulté face à la mêlée, je trouve, écossaise sur ce match. Ben Earl, du côté des joueurs au top, du côté de l'Angleterre. Moi, j'ai notamment le premier essai, c'est sur une action de Ben Earl. Ça reste un joueur qui fait du très très bon boulot défensivement déjà. Et puis même offensivement, il apporte de la percussion, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de joueurs anglais en ce moment. Donc il apporte beaucoup de percussion, ça c'est pas mal. Moi, j'ai eu un peu plus de mal avec la charnière. Je trouve que George Ford, ça marche pas très bien avec Danny Kerr. Je trouve que c'est pas la charnière qui marche le mieux.
Mais bon, il tente hein, le coach anglais, mais il n'a pas la solution idéale en charnière pour le moment. Il n'a pas trouvé la solution idéale en charnière. Moi, je mettrais Dan Cole, par contre, en flop. Tu sens que le poids des ans commence à se faire sentir du côté de Dan Cole. Ouais, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel sur cette rencontre. Donc c'est pour ça que je le mets en flop. On regarde le dernier match, France-Italie. Compliqué, hein, ce match nul, 13 partout. Et encore, on peut dire merci à l'essai. Parce que l'essai, c'est parce que décision de l'arbitre, décision terrain à essai. Sinon, ça aurait été compliqué. Non, l'équipe de France est en grande difficulté. L'équipe de France ne trouve pas la solution. Moi, j'ai été surpris sur ce match-là. On a eu 15 jours pour le préparer quand même. C'est la fatigue physique des joueurs. C'est-à-dire qu'en deuxième mi-temps, les joueurs français n'ont pas les cannes. Ça, c'est terrible. C'est terrible. Je pense, Tuilagi, il est très bon en première mi-temps. Les 7 premières minutes en deuxième mi-temps, il n'est pas dedans. Mais bon, Bale, Antonio, c'est compliqué aussi en deuxième mi-temps. Il y a une vraie baisse de rythme qui était déjà pas sensationnelle en première mi-temps, mais la baisse de rythme en deuxième mi-temps, elle est vraiment incroyable. C'est-à-dire que l'équipe joue très mal en deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps française est vraiment pas bonne parce que physiquement, on est en grande difficulté, je trouve. Donc est-ce que la préparation a été trop intense à Marc aussi? Est-ce que voilà, on n'a pas assez joué sur la récupération? Mais à fond, vraiment, en deuxième mi-temps, c'est très compliqué. C'est très très compliqué. Et dès la fin de la première mi-temps, et on va me dire, ah bah oui, mais c'est parce qu'on était à 14 contre 15. Non, même à 15 contre 15 en fin de première mi-temps, c'est difficile pour certains joueurs. Danti, par exemple, est un peu symptomatique. Son carton rouge, où eh bien, physiquement, il ne se baisse pas sur son plaquage. Le carton rouge est totalement justifié pour Danti. On est quand même l'équipe qui prend le plus de cartons aujourd'hui sur le tournoi destination. Mais on n'était vraiment pas en jambes. C'est très très compliqué. L'organisation offensive qui n'a pas vraiment progressé des matchs précédents, mais en plus avec une justesse technique qui était déjà pas exceptionnelle face à l'Écosse, mais qui était encore moins bonne face à cette équipe d'Italie. Il y a notamment cette passe à un moment qui arrive directement en touche. Mais il y a plein d'erreurs de ce côté-là. Il y a beaucoup trop d'en avant, beaucoup trop d'erreurs de la part de cette équipe de France qui, oui, psychologiquement, n'a pas récupéré de l'après-Coupe du Monde, qui n'arrive pas à trouver des solutions. Et c'est pas avec le discours de Fabien Galtier, je trouve qu'on va trouver des solutions. Parce que, encore une fois, le discours de Galtier, il n'est pas en adéquation avec ce qui se passe sur le terrain. On a l'impression vraiment d'avoir Raymond Domenech. Quand je fais le comparon avec Raymond Domenech, c'est que ce que disait Raymond Domenech entre 2008 et 2010, c'était du n'importe quoi par rapport à ce qui se passait sur le terrain. J'ai l'impression qu'avec Galtier, c'est la même chose. Et moi, ça m'inquiète de plus en plus parce que quand tu vois les expériences précédentes de Fabien Galtier, quand il s'est retrouvé en difficulté, notamment en club, il a rarement réussi à trouver la solution, Galtier. C'est-à-dire que Galtier est très bon dans les premières années de contrat, dans les premiers matchs. Voilà, il arrive à bien rectifier le tir avec les équipes aussi précédentes dans lesquelles il est passé. Par contre, dès que la situation devient difficile, dès qu'on enchaîne les mauvais résultats, il n'arrive pas à trouver les ressorts pour ressortir l'équipe de cette situation-là, dans des équipes précédentes. Et donc j'ai peur que du côté de Galtier, on n'arrive pas à trouver la solution, le ressort. Parce que là, on voit bien que psychologiquement, il y a des joueurs qui ne sont pas dedans. Il y a des joueurs... Bon, Danti, il ne fait pas une grande Coupe du Monde. Enfin, il ne fait pas une grande Coupe du Monde. Il ne fait pas un tournoi exceptionnel. Moi, je pense que Gaël Ficou est assez transparent. Mon Damien Penaud, c'est pas dingue non plus ce qu'il propose. Donc c'est difficile, c'est difficile pour le moment. Il y a peu de joueurs qui sont quand même à un excellent niveau sur cette rencontre. Et ça me pose un vrai problème. Et surtout, pas de jambes en deuxième mi-temps, quoi. On n'avait pas de jambes en deuxième mi-temps. Voilà, on a tenu 30 minutes. Les 30 premières minutes, c'est un bon rythme. Par contre, on manque de justesse technique et on manque donc d'efficacité. Hein. Ça s'était vu déjà face à l'Afrique du Sud. Mais là, on manque cruellement d'efficacité pour aller marquer des essais parce qu'on a des occasions, mais on ne les marque pas, ces occasions.
Et ce qui fait qu'on se rend la tâche très compliquée, et en deuxième mi-temps, c'est catastrophique. Et les Italiens auraient pu être meilleurs que ça. Je trouve que le match des Italiens face à l'Angleterre est meilleur que le match face à l'équipe de France. Mais bah oui, les Italiens, ils jouent. C'est-à-dire que je pense que cette équipe de France a fait preuve un peu de... n'a pas été assez concentrée sur cette rencontre, alors que oui, cette équipe d'Italie joue. On l'a vu face à l'Angleterre, même face à l'Irlande. Ils ne marquent pas d'essai face à l'Irlande, mais ça joue mieux que les années précédentes du côté de cette équipe d'Italie. Et bah, il ne fallait pas les sous-estimer, on les a sous-estimés. J'ai pas aimé aussi les sifflets dans les tribunes. Je suis assez d'accord avec ce qu'a dit en interview d'après-match Ange Capuzzo. Ouais, les sifflets pendant les 10 dernières minutes, le dernier quart d'heure, je trouve que l'ambiance dans le stade est pas correcte. Notamment les sifflets il y a presque des sifflets sur l'essai italien quand même. On a des sifflets quand les Italiens marquent leur essai. Bon, ça c'est pas normal. Et puis oui, le respect des buteurs, ça aussi c'est un petit peu problématique en France. Sur le tournoi à destination, ça serait bien d'être un peu plus respectueux, voilà, d'être un peu plus fair-play du côté du public. On peut soutenir son équipe sans être déplaisant envers l'équipe adverse. Voilà. Du côté de l'Italie, je trouve qu'en première mi-temps, ils ont un peu souffert au niveau du défi physique, notamment la mêlée. Ils souffrent énormément dans ce secteur-là, mais même dans l'impact, ils ont assez peu d'impact physiquement. Pas mal de fautes aussi, de fautes d'en avant, de justesse technique qui n'est pas là du côté des Italiens. C'était pas le plus beau match du tournoi, hein. Par contre, et puis un peu trop de prise de risque. Mais ça, c'était le cas déjà sur les matchs précédents. C'est-à-dire qu'à un moment, ils essayent de jouer dans leurs 15 mètres. Ils n'ont pas les qualités suffisantes pour le moment pour le faire. Donc, il faudrait être un peu plus, intelligent dans ce genre de situation. Mais après, encore une fois, le jeu en première intention, ça marche très très bien. Les plaquages, hein, notamment Menoncello et Lamaro, ils ont été excellents sur les plaquages. Ils n'ont pas raté grand-chose. Et surtout, sur les premiers plaquages. Ils ont été très forts sur les premiers plaquages. Quand je parlais du défi physique, où ils sont derrière sur le défi physique, c'est offensivement. Comme défensivement, ils ont bien répondu. Et notamment, après, il faut quand même le dire que les lancements de jeu français n'étaient pas exceptionnels et les passes n'étaient pas fantastiques non plus et étaient assez faciles à défendre. Mais quand même, ils n'ont pas raté cette défense-là. Donc ça, c'est très très bien. Et puis, oui, des plaquages de qualité. Ce jeu en première intention. Les soutiens aussi, je trouve que dans les zones de ruck, ils ont gratté des ballons parce que les soutiens français n'arrivaient pas, mais ils ont gratté pas mal de ballons. Donc voilà, le match italien, je trouve, est moins bon que les deux premiers, je trouve, en termes de qualité. Mais voilà, ils jouent quand même mieux que les années précédentes. Bon, du côté de cette équipe de France, en plus, j'ai mis François Cros, qui fait encore un bon match. Je crois que c'est même sa meilleure prestation depuis le début du tournoi. Et le tournoi de François Cros est pas mal. Et puis j'ai mis le petit Tulagi, à l'aise avec un ballon dans les mains, parce que sur les deux premiers matchs, on ne l'avait pas trop vu dans ce genre de situation. Mais là, il a été à l'aise pour tenter des choses, pour des passes après contact. Donc voilà, c'est pas juste un monsieur muscle. Tuilagi, il y a également de l'habileté avec un ballon en main. On s'aperçoit quand même aussi que dans cette équipe de France, on a un peu l'erreur qu'on avait avec Philippe Saint-André, c'est-à-dire de vouloir mettre des gros presque à tous les postes, d'avoir des joueurs presque les plus lourds de chacun de leurs postes devant. Le problème, c'est que ces joueurs-là, ils ont du mal à tenir plus de 40 minutes. Et en fin de première mi-temps, sur tous les matchs du tournoi à destination, pour le moment, on a du mal. C'est peut-être parce qu'on a des joueurs un peu trop lourds également sur certains postes. Du côté des flops, Danty, parce que c'est vrai que le rouge nous arrange pas. Je dirais que c'est pas ça qui nous coûte la victoire, parce que si on marque les essais en première mi-temps, ça c'est pas de la faute de Danty. Jalibert, parce que oui, il rate des choses, hein. Jalibert, avant sa blessure, pendant
gérer un quart d'heure, il rate tout ce qu'il entreprend et il met l'équipe en difficulté. Et puis Ficou, parce que on le voit quasiment pas depuis le début de cette compétition. Et du côté de l'Italie, en plus, j'ai mis Menoncello, qui a été très très bon pendant le match défensivement. Comme Lamaro, ils n'ont pas raté un plaquage et il a apporté beaucoup à son équipe. Et je mettrai Garbizzi, parce que c'est vrai que les 3 points, il les rate, ça fait un peu mal au cul. Et que je trouve que même dans le jeu, je trouve pas qu'il ait un apport exceptionnel, Garbizzi. Voilà, je trouve pas que la charnière Martin Page, Rello et Garbizzi ait fait un grand match. On regarde tout de suite le programme de la prochaine journée de compétition. On regarde tout de suite le calendrier et puis on verra le classement. Le calendrier de la prochaine journée, ça sera la 4e journée de compétition. Ça sera le samedi 9 mars et le dimanche 10 mars. Pour le samedi 9 mars, on commencera avec un Italie-Écosse très intéressant entre ces deux formations. On verra si l'Écosse arrivera à confirmer son résultat face à l'Angleterre et est-ce que l'Italie arrivera à tenir en échec l'Écosse en étant en confiance après son match nul. Ça sera à Rome, au Stadio Olimpico à 15h15 sur France 2. Juste après ce match, il y aura Angleterre-Irlande. Est-ce que l'Irlande continuera à Twickenham sur sa série de victoires avec une 4e victoire en 4 matchs? Et bien ça sera une grande question. Ça sera à 17h45 sur France 2 également. Et puis, on aura Pays de Galles, France au Principality Stadium. Donc l'ancien Millennium Stadium, comme ça qu'on l'appelait avant. Ça sera dimanche 10 mars, ça sera à 16h sur France 2. Est-ce que c'est un peu le match des équipes. D'un côté, le Pays de Galles, c'est pas mal, mais ça manque de réussite jusqu'à maintenant. Et du côté de l'équipe de France, une équipe de France qui est en grande difficulté. Donc un match où il pourrait y avoir des essais avec deux équipes qui voudraient faire un petit peu le jeu. Et puis ça sera avant la dernière grosse journée du 16 mars où on aura 3 matchs le même jour, et notamment un France-Angleterre qui sera très stressant, je pense, pour l'équipe de France. On regarde tout de suite le classement de ce tournoi de destination. Pour le moment, l'Irlande est en tête assez largement devant l'Écosse, 6 points d'avance. On retrouve ensuite l'Angleterre, la France qui a 6 points, le Pays de Galles à 3 points, égalité avec l'Italie, 3 points également dans ce classement. Eh bien nous, on se retrouve donc pour la prochaine journée de compétition, donc c'est-à-dire dans une quinzaine, un peu moins, une grosse dizaine de jours. On parlera des 3 rencontres de cette 4e journée. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!